ici on est sur une simple démonstration. Donc je n'ai pas amené vraiment un gros matériel, c'est-à-dire un gros PC qui va faire le multiplex, ni bien sûr un matériel HF qui est beaucoup plus professionnel pour cette diffusion en DAB+. Donc ici nous avons deux postes de réception en DAB+. Ici nous avons un Raspberry qui peut être considéré comme un mini PC. Et ici une carte Easy DAB V2, c'est elle qui va en fait récupérer le multiplexage et diffuser en DAB+, sur un canal qui est bien déterminé. Donc le Raspberry est directement connecté à Internet, il va récupérer les différents flux en streaming des radios pour ensuite agglomérer tout ça, créer un multiplex qui ensuite va rentrer via une fiche Ethernet, c'est la fiche verte que vous allez voir par la suite, vous vous rapprocherez ici, et qui va rentrer directement dans cette carte qui est un peu, je dirais un tout petit peu, si on doit faire une transposition entre le DAB+, et la FM, c'est un peu comme si on rentrait une fiche BNC avec le MPX dans un pilote FM. Sauf que là, c'est du numérique. C'est-à-dire que là-dedans, vous allez avoir les différentes radios qui composent le multiplex, l'audio plus les données associées. Donc on va surtout s'intéresser au multiplexage parce qu'il y a beaucoup de fantasmes qui circulent autour du multiplexage en DAB+. Donc il existe différentes solutions, des solutions propriétaires et des solutions aussi en open source, et c'est justement, nous allons parler de ces solutions-là aujourd'hui pour cette démonstration. L'avantage de l'open source, bien évidemment, c'est que c'est gratuit et que c'est moins cher. Parce que on est sur une nouvelle technologie de diffusion. Enfin, nouvelle technologie. Elle existe depuis pas mal de temps. Elle a du retard en France. Le CSA souhaite accélérer les appels aux candidatures pour justement rattraper le plus rapidement possible ce retard. Le DAB+, auparavant ça s'appelait le DAB, à la fin des années 80, on aurait pu numériser déjà les radios à partir de la fin des années 80. Donc le DAB+, est une évolution du DAB, tout simplement parce qu'il y a des encodages différents. Auparavant on encodait soit en MP2, soit en MP3, vous connaissez le MP3, désormais c'est de l'HEAAC V2, c'est ce qu'on appelle aussi de l'AAC+. Et c'est notamment chez Apple, ils utilisent beaucoup aussi cette forme ce codec, cet encodage. Certaines personnes disent oui, mais les codecs, l'encodage va évoluer, donc tout le matériel que vous allez acheter, eh bien peut-être que dans 3-4 ans, il va falloir tout changer, même l'émetteur. C'est faux, parce que déjà le multiplexage se fait avec l'ordinateur que vous avez là, le petit Raspberry, sur des solutions professionnel comme vous aurez à mettre en œuvre, ce sera un véritable PC que vous mettrez en fonction. Donc ça, c'est tout simplement une évolution logicielle. Ce n'est pas une évolution matérielle du hardware, c'est juste une évolution logicielle. Donc on va un tout petit peu rentrer dans la configuration, comme je le disais, un Raspberry qui est connecté à Internet, et ensuite avec un hub, j'envoie directement sur la carte Easy DAB. Par exemple, le canal de diffusion, la puissance aussi, pour synchroniser lorsqu'il y a plusieurs émetteurs, c'est ce qu'on appelle du SFM en DAB+. On peut synchroniser cette carte avec un GPS extérieur. Un tout petit peu, c'est le principe du 107.7, mais là c'est en version numérique. Ce sera le cas à Colmar par exemple, ou à terme, il faudra 2 émetteurs pour avoir Colmar et Münster. Alors avant de voir le superviseur, je vais vous expliquer un tout petit peu comment fonctionne un multiplexage. Un multiplexage, avec une solution open source, c'est une suite de lignes informatiques, de commandes informatiques. Donc vous avez, alors nous ici là, on a réalisé un petit multiplexage de 5 radios. Donc MUX CNRA, ça c'est le nom du multiplex. Lorsque vous faites des recherches avec un poste DAB+, vous pouvez avoir des ensembles de radios. En fait, c'est les multiplex. Et sur chaque multiplex, vous pouvez monter jusqu'à 13 radios.
je ne sais pas combien vous avez de radios sur le multiplex, c'est 13 justement. Voilà. Donc là j'ai fait un multiplex juste de 5 radios. Donc nous avions les adresses des streams d'Arc-en-Ciel, d'Azur, de Dreieckland et de Cerise, et puis j'ai laissé Atomic à la fin. Donc ici on peut rajouter bien sûr des données associées à l'encapsulation de chaque radio qui compose le multiplex. Donc tout ça c'est un langage informatique. Je rappelle que les logiciels, les outils qui sont nécessaires sont gratuits et disponibles sur internet. Ensuite, vous voyez ici nous avons par exemple pour Arc-en-Ciel qui est le premier service. Nous avons ici premier service qui va concerner Arc-en-Ciel et ici aussi pareil. Donc je vais aller sur le superviseur et sur l'audio encodage de la première radio, je vais donc mettre ici le flux, le stream audio de la radio. Alors ensuite il y a le buffer, il y a l'échantillonnage, il y a j'avance, pardon. Normalement c'est 48 000, mais bon là ici on l'a laissé à 44 100. Il y a différentes commandes, je ne vais pas vous expliquer à quoi ça sert. Et j'ai un superviseur, ce qui me permet de constater, de voir directement si une radio est en panne ou pas. Avec ce superviseur, on peut aussi envoyer par exemple un mail, c'est automatique, à une radio dont le flux ne fonctionnerait plus. Et on peut directement leur envoyer un prévenant qu'il y a un souci. Ou alors s'il y a un problème au niveau du multiplexage, on est directement au courant de la panne. Grosso modo. Juste, vous avez vu des fichiers informatiques, il faut comprendre que ça, c'est fait une fois au moment où on définit le MUX, et sauf évolution future, on n'a pas à revenir là-dessus. Ce n'est pas des données dans lesquelles on vient mettre les pattes toutes les 5 minutes. On crée un environnement une bonne fois pour toutes, on le paramètre, c'est figé, c'est sauvegardé, il y a une copie. Si l'équipement est détruit, il suffit qu'on restitue un équipement de secours et la configuration préalable, et ça redémarre. Le temps de le lire, ça prend quelques minutes, en tout cas très largement moins d'1 heure. Donc ça, tout ça, là, ça ne va pas changer. Au niveau des adresses de flux, je ne pense pas aussi que vous allez changer tous les mois d'adresse du stream. Si je peux me permettre, juste sur la question du transport du flux, là on vous a demandé d'envoyer les flux streaming. Ouais. C'est pas la meilleure solution dans la mesure où en fait on récupère un fichier qui est compressé pour qu'il soit adapté au DAB+, ce qui fait qu'on dégrade sommairement le son. Donc par contre, là nous envoyons pour Azure FM depuis quelques semaines maintenant sur un simple codec avec le bon protocole pour qu'il soit tout de suite encodé correctement. Là par exemple, un appareil qui s'appelle Audio TX, ça vaut 2000 € et ça permet d'envoyer 5 flux au départ d'un point. De la même manière, Pascal a des systèmes d'EVA qui permettent de faire exactement la même chose pour, je crois, 300 €. 350 €, je crois, enfin un encodeur, oui, c'est ça à peu près. Et ça s'installe une fois, et après, ça tourne. Ce que j'ai pu entendre au niveau des remarques, c'est que vu qu'on utilise des logiciels qui sont gratuits, eh bien la qualité elle sera moindre par rapport à des logiciels propriétaires. Vous pourrez tout à l'heure écouter avec une qualité audio un tout petit peu meilleure ce que ça peut donner, par exemple avec des multiplex qui existent déjà en Allemagne. Et nous on a fait un test de comparaison tout à l'heure entre énergie digitale en Allemagne et ce que nous on propose ici. Franchement le son, la différence, on n'entend pas. Sachant, et Franck l'a noté il y a quelques minutes, c'est que là nous on récupère des streams qui sont en MP3 ou en AAC en 64, du MP3 en 128, et on va les réencoder ensuite en AAC+, en HE, AACV2, voilà c'est en 80, donc ça veut dire qu'on part déjà d'un son qui est un tout petit peu dégradé pour le relinéariser, pour ensuite
une nouvelle fois le compresser. C'est pas le meilleur des moyens. Donc juste, parce que je vais être assez rapide, on va voir si ça fonctionne. Là je suis sur Azure. Alors, il ne faut pas que ça marche. Ça fonctionne. Je vais aller sur Arc-en-Ciel. Dreyekland. Dreyekland, comment faire pour gagner? Allez voir, ça vaut le coup quand même, c'est encore un beau cadeau Dreyekland. Cerise. Voir conditions dans les points de vente PMU. Jouer comporte des risques. Appelez le On voit les 01 radios qui font 74 partie du 60. GIE en fait. Et on revient sur Azure. Donc juste pour vous dire que ça fonctionne. Bien sûr avec ça on peut rajouter des données associées. Je ne sais pas comment va être la composition de votre multiplex chez vous. Je ne sais pas si vous avez choisi 80 kbps et ensuite les données associées à la marge, ou alors si vous avez choisi un débit audio de 64 avec 16 de données associées. La question n'a pas encore été tranchée, mais voilà. Je pense qu'aujourd'hui, au regard de ce qui se fait, il faut essayer de travailler l'audio, que l'audio soit dans la meilleure qualité possible, et puis que les données associées soient finalement relativement limitées, que ça ne fasse pas forcément un travail supplémentaire, parce qu'il faut quand même avoir conscience que pour l'instant, il n'y a pas forcément un auditoire, et qu'on ne va pas créer forcément 10 000 choses. On peut faire 10 000 données associées. On peut par exemple mettre une pochette de disque, on peut la météo, on peut faire un diaporama par exemple. Je sais qu'il y a des projets de radio qui souhaitent mettre de la publicité au niveau des images qui vont défiler sur l'écran d'un récepteur DAB+. Bon, soit dit en passant, un récepteur DAB+, où il y a la fonction image est bien sûr plus cher qu'un où il n'y a que les données associées. Le DAB+, il arrive avec beaucoup de retard en France. On ne sait pas si la sauce va prendre. Je dis ça alors que je suis certainement, là tu ne vas pas me contredire, l'un des plus âpres défenseurs du DAB+, au niveau des associatives. On ne sait pas si ça va prendre. Donc nous, le pourquoi du développement de cette solution, du moins de l'expérimentation que l'on a menée, c'est de démontrer qu'on pouvait faire des choses pas chères et tout aussi professionnelles. Beaucoup de personnes arrivent sur ce nouveau marché de diffusion en disant et en pensant que cela va être une nouvelle manne financière importante pour leur activité. Bien évidemment au détriment des opérateurs radio. Le multiplexage, à part les lignes de commande, voilà le développement informatique qu'il y a derrière, ensuite, à part la remise à jour des logiciels, ou alors s'il y a un problème au niveau d'une adresse d'un stream, ça se fait très rapidement. L'évolution, elle se fait très rapidement. C'est sur la partie HF où je pense le plus gros investissement doit être réalisé. C'est-à-dire où là on part plutôt sur des solutions professionnelles où on récupère avec donc une prise Ethernet l'ETI et ensuite on va diffuser correctement en DAB+. Ça c'est un travail qu'on a déjà mené. Nous on a estimé qu'il fallait s'adosser à un partenaire local. Pascal a l'expérience de la radio. Il nous connaît pour la plupart. Et il est prêt à mettre en place du matériel qui est le même matériel que celui utilisé par les prestataires. Un émetteur, on sait que quand on prend un bon émetteur, ça ne tombe pas en panne. Et ça fonctionne, et d'installer le filtre, d'installer les antennes, et on travaille actuellement, on utilise le levier de la Fédération alsacienne des radios associatives parce qu'on sait que on arrive plus facilement à sensibiliser les politiques à ce niveau-là. Donc sur Colmar, la solution elle est simple. Azure FM est enclin à accueillir gratuitement sur son site. Nous avons les deux sites qui sont le site le plus central à Colmar puisqu'il se trouve à 800 mètres de la cathédrale et le site le plus haut à Münster, donc là il n'y a pas de problème. Et sur Strasbourg, nous négocions actuellement avec la ville de Strasbourg et avec les élus pour l'obtention d'un site, d'ailleurs pas très éloigné de celui de Créatrice.
Pour en revenir sur la diffusion en DAB+, il y a eu bien évidemment plusieurs expérimentations en France. L'une des plus connues, c'est celle de Nantes, mais il y en a eu une aussi du côté de Marseille, qui était portée d'ailleurs par des radios associatives. Au niveau logiciel, il n'y a pas eu de problème. Voilà. Pour tout vous dire, bizarrement, on a beaucoup entendu parler de ces pannes-là parce qu'elles ont été relayées par certains prestataires de diffusion. Mais moi, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois sur Paris. Je peux vous assurer que le multiplex de TDF, il était souvent en rade. Très souvent, il ne fonctionnait pas. C'est vrai que c'était aussi quelque chose de nouveau pour TDF. Tout le secteur IP, ça a été une véritable révolution chez TDF. Mais très souvent, voilà, parce que panne d'ADSL sur le site, ou remise en place logicielle, enfin mise à jour des logiciels, voilà, il y a eu aussi des plantages ailleurs. Il est dit que le multiplexage, c'est une affaire extrêmement complexe. Il suffit qu'un flux tombe pour que le multiplex tombe. Moi-même me faire planter. Voilà. C'est-à-dire que là, je prends le flux d'Atomic Radio et je vais mettre TDF Créacast et autres. Mais Atomic Radio avant de. Comme ça on voit bien que ça coupe. Oui, pardon. Hop. Atomic. Voilà. Donc là, je vais enregistrer la différence qu'il y a, enfin, fait du moins le problème. Et là, ici, je réactualise. Donc vous avez vu là, si je veux changer d'adresse IP du flux, j'ai juste à changer l'adresse, à choisir une ligne de commande, à appuyer. Il y a un petit décalage, c'est le buffer. Voilà. Atomic ne fonctionne plus. En revanche, sur les autres radios, j'espère que ça va marcher. Voilà. Arc-en-ciel fonctionne toujours. Dreyekland va aussi fonctionner. Cerise, pareil. J'ai remis la bonne adresse IP. J'ai dit qu'il y avait bien eu un changement. Et en plus, c'est moi qui parle en même temps à ma radio. C'est bien. Oui, j'ai laissé ma glotte là-bas dans le sud-ouest. Pour reparler au niveau des adresses IP et autres, il peut aussi y avoir sur l'audio-encodage des adresses de secours. Ça, j'ai oublié de le dire. Au cas où il y aurait des streams qui tomberaient en panne, on peut toujours aussi en récupérer. Ça bascule automatiquement? Voilà, oui, tout à fait. Suivant un certain timing, mais ça, c'est aussi des lignes de commande. Et ça donne l'information aussi quand il est passé sur notre ligne de secours? On peut le paramétrer. Oui. Je pense qu'on peut le paramétrer. On peut le monitorer en tout cas. Oui. Toute la couche IP aujourd'hui, c'est des choses qui sont monitorer un environnement technique, monitorer le fait que quelque chose se passe bien. Il y a des outils pour ça, ils sont standards, ils sont normalisés, on ne réinvente rien. Ce qui est nouveau pour vous est un standard depuis très longtemps partout ailleurs. Toutes les commandes que vous utilisez sont des standards de l'industrie. Donc il y a à part le fait de devoir créer un environnement qui corresponde à vos attentes à l'instant T, une fois que cet environnement-là il est figé et sauvegardé, on peut le restituer à tout moment. Ce n'est pas des configurations qu'on change. Votre adresse de flux, l'IP de votre flux, elle peut changer une ou deux fois, je ne sais pas, sur 3 ou 4 ou 5 ans, mais normalement c'est des choses qu'on sécurise. Et puis de toute manière, on ne mettra pas une adresse IP, on mettra un nom de domaine. Donc forcément, on aura plusieurs niveaux de redondance qui font que de toute manière, on va se parer de tous les imprévus possibles et imaginables. Le risque majeur de défaillance aujourd'hui, il n'est pas dans l'environnement électronique ou informatique, il est dans des alimentations électriques, il est dans des problématiques de foudre ou d'autres choses. Il y a plus de chances que vous ayez des problèmes sur les étages de radiofréquence que vous connaissez mieux que quiconque, que sur des problématiques d'informatique qui, eux, aujourd'hui, sont globalement connus, maîtrisés et surtout normalisés. Pour en revenir aussi sur le multiplexage, alors il y a un opérateur, je ne relèverai pas son nom, je ne le révélerai pas, qui annonce toujours qu'il y a des solutions professionnelles qu'il faut choisir et pas des solutions en open source. Or, la solution que lui-même propose, et qui
qu'il présente comme étant une solution professionnelle est en fait une solution qui est issue de l'open source.